ma position est un petit peu difficile parce que finalement, je suis un cadre représentant l'institution éducation nationale, donc on a dit 2 ou 3 petites choses à certains moments. Je voudrais simplement rappeler, puisque nous parlons beaucoup de République, je voudrais simplement rappeler que l'institution éducation nationale, elle fonctionne par des lois et des budgets qui sont votés par la représentation nationale, par les assemblées, et que la politique est celle qui est définie finalement par le gouvernement et donc par la nation d'une certaine manière. Voilà, j'ai ouvert le parapluie. Le système scolaire français fonctionne d'une manière qui n'est pas actuelle, qui n'est pas très différente de celle qui avait été instituée par Jean Zay, puisque finalement on est dans l'idée qu'on peut offrir à chaque jeune un parcours qui lui convient, de façon à assurer son développement complet, et un parcours qui est presque totalement assumé par la puissance publique. Le budget de l'éducation nationale est le premier budget de la nation, plus de 50 milliards d'euros cette année, auquel il faut ajouter, pour une dépense d'à peu près la moitié, l'engagement des collectivités territoriales. Donc tout cela, ça fait beaucoup d'argent. Après 3 lois de refondation, on a parlé de 1989, on a eu 2005, et tout récemment 2013. Les défis que doit relever l'école républicaine au début du XXIe siècle sont lourds, c'est ce que je vais aborder maintenant, et d'ores et déjà, je dis qu'ils pèsent sur le rapport de confiance entre l'institution et les usagers, entre la nation et les citoyens, si vous voulez. Je parlerai des performances de l'école, je parlerai des valeurs de l'école, et je parlerai du petit peuple des profs. On en a déjà parlé, mais je pense qu'il faut en reparler. Les performances, j'ai l'habitude de dire et d'entendre qu'on est dans un processus de démocratisation inachevé. Si l'on mesure les résultats des élèves à travers des enquêtes internationales que vous connaissez, la plus célèbre d'entre elles étant PISA, on s'aperçoit que les résultats des petits élèves français, mesurés à l'âge de 15 ans, on m'a coupé le micro, non, ça va, est plutôt dans la moyenne haute des pays développés. Simplement, le souci majeur, c'est que la répartition des résultats est fortement corrélée aux catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire que les élèves des milieux défavorisés réussissent nettement moins bien que ceux des milieux favorisés. Cela a été illustré finalement de certaines manières tout à l'heure, y compris par des postures qui pouvaient être prises. Et ce qui est au fond dramatique, c'est que cet écart s'accroît au fil des années. Les mesures sont effectuées tous les 3 ans, et donc l'écart entre catégories favorisées et catégories défavorisées s'accroît au fil des années. Donc, on a un phénomène d'iniquité sociale caractérisé quand on mesure les résultats des écoles. Je voudrais ajouter que pour avoir une démocratisation qui soit améliorée, enfin, ou qui soit effective, il nous appartient également de tenir compte de catégories d'enfants et de jeunes qui sont présents sur le territoire national, donc qui relèvent donc qui relèvent du système éducatif et de la scolarisation obligatoire. Vous entendez beaucoup parler aujourd'hui du service public de l'école inclusive. Ça veut dire qu'évidemment, il faut accueillir les enfants porteurs de handicap, de déficience ou atteints de maladie. C'est 3 à 5% de la population scolaire. Il faut tenir compte de l'indice de richesse ou plutôt de pauvreté d'une population. On a mesuré par un inspecteur général de l'éducation nationale à peu près 10% d'enfants qui fréquentent les écoles et qui sont issus de familles pauvres. Les jeunes migrants non francophones
et parfois jamais scolarisés antérieurement, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent à l'âge de 15 ans sur le territoire français et qui ne sont jamais allés à l'école dans leur propre pays. Les populations nomades, qu'on a tendance aussi à ne pas considérer. Donc vous voyez des défis qui sont, enfin une situation qui est rude à affronter, j'allais dire, pour les animateurs du système scolaire. Sur les valeurs, on a plusieurs fois évoqué ce qu'était l'influence de la religion ou d'un certain nombre de comportements sociaux. Aujourd'hui, des chercheurs, un chercheur belge, un chercheur français, ont théorisé ce phénomène en le désignant comme une fragmentation du système scolaire. Et cette mesure, elle a été faite, bien entendu, sur le système français, mais elle vaut aussi dans la plupart des systèmes européens. Fragmentation qui est, d'une certaine manière, paradoxale par rapport au phénomène de mondialisation des sociétés, mais qui s'explique, évidemment, par, fondamentalement, et cela aussi a été approché tout à l'heure, par une demande d'autonomie individuelle et, je cite, le refus d'une assignation à une identité pour la vie. Entendez par là l'identité que donne l'école républicaine à la population française, ou au moins, en tout cas, aux personnes qui vivent sur le territoire français. Bien entendu, il faut aussi considérer, j'allais dire, le poids d'une certaine idéologie libérale qui existe dans notre pays, dans d'autres pays, et qui vise à promouvoir la mise en concurrence des écoles entre elles. On connaît très bien ce phénomène en Grande-Bretagne, par exemple. Et puis enfin, d'autres acteurs sont apparus, telles des organisations non gouvernementales ou des entreprises privées qui développent des réseaux d'écoles, des réseaux nationaux, voire internationaux. J'évoquerai également, à ce moment-là, de la fragmentation du système éducatif et de l'accroissement des inégalités, finalement, le développement d'une éducation non formelle complémentaire de l'action institutionnelle, à travers l'offre croissante de soutien scolaire, d'accompagnement, de coaching. Un autre chiffre ici, le chiffre d'affaires annuel des entreprises de ce secteur est estimé à 3 milliards d'euros en France. C'est équivalent à 6% du budget que je citais tout à l'heure. C'est une entreprise considérable. Et puis enfin, peut-être une chose qu'il faut regarder devant nous, les entreprises du numérique qui investissent massivement dans les recherches sur l'intelligence artificielle pourraient demain faire déferler une offre de formation à distance qui viendrait enrichir celle qui est proposée par le système traditionnel. Également, un point qu'il faudrait peut-être citer, et qui rejoint des choses qui ont été dites tout à l'heure, c'est la question de l'instruction à domicile. Vous savez que ce qui est obligatoire en France, c'est l'instruction, ce n'est pas la scolarisation. C'est-à-dire qu'une famille peut faire le choix d'instruire son enfant elle-même, moyennant un contrôle institutionnel. Aujourd'hui, cette posture est en très nette augmentation et le lien est fait parfois avec des sites de formation en ligne, ce que j'évoquais précédemment, qui permettent d'avoir quelque part une forme d'école à distance à la maison. Enfin, le tableau sera complet lorsque j'aurai évoqué les écoles privées hors contrat, qui sont encore minoritaires, bien entendu, mais dont le nombre augmente considérablement. 31 ouvertures en 2011, 122 en 2017. Elles répondent aux attentes identitaires déjà évoquées d'une portion croissante de la population, communautarisme, aspiration au développement personnel, recherche de pédagogie alternative combinant élitisme et bien-être. Je vous laisse imaginer d'autres possibilités. Je vous avais dit que je dirais un mot des enseignants qui, pour un certain nombre de situations, sont en perte de repères. Ils s'interrogent, ils s'inquiètent sur les finalités de l'école qu'ils sont censés incarner. La succession des réformes, dont il convient de reconnaître la cohérence d'ensemble, pour peu qu'on regarde le système éducatif dans sa globalité et de haut, est souvent perçue par les professionnels comme autant d'embardées,
générés par des pouvoirs politiques successifs. Cet effet est amplifié par l'organisation fortement pyramidale de l'institution et sa faiblesse en termes de gestion des ressources humaines. Le sentiment d'appartenance n'irrigue pas suffisamment les établissements scolaires. Bien entendu, cela interroge aussi, et nous l'avons dit tout à l'heure, sur le recrutement et la formation des enseignants. Je voudrais évoquer deux exemples qui ont effectivement fait se poser des questions aux enseignants. La question de l'éducation prioritaire, on l'a dit tout à l'heure. Comment cesser de concevoir l'échec scolaire des plus pauvres comme une fatalité ou un accident et revenir sur un principe de méritocratie comme réponse aux attentes de justice? Et un autre phénomène, proche de nous, la réforme des rythmes dans les écoles primaires, portée par le gouvernement en 2012, qui a montré toute la difficulté qu'il y a à inclure l'école dans son territoire au titre d'un projet éducatif à la fois global et local. Et évidemment, cette réforme a disparu. Je dirais encore un mot de la révolution numérique. Si elle impacte plutôt positivement les pratiques enseignantes du moment, ouvre le champ à des questionnements qu'il convient d'investir collectivement. Et là, je parle en termes de formation. Quelle nouvelle formation l'institution doit-elle mettre en œuvre pour favoriser l'insertion sociale de demain pour des métiers qui n'existent pas? Et quels nouveaux métiers de l'éducation doivent être pensés pour accompagner la construction de compétences dans un univers social et technologique radicalement modifié? Voilà, de fait, l'école de la République est interrogée dans son intégralité, la forme scolaire, l'espace et le temps scolaire, la relation maître-élève, mais fondamentalement dans son essence, quel patrimoine culturel collectif la nation souhaite-t-elle transmettre? Et pour vous donner un petit peu de travail du soir, je vous renvoie à l'article 1er du Code de l'éducation qui commence ainsi: l'éducation est la première priorité nationale. Je vous remercie.